Bienvenue dans cette session de révision intensive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau pour les examens, protectionnisme, libre-échange et multilatéralisme. Ce sont des concepts qui façonnent notre économie mondiale, alors on va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit limpide. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va zoomer sur le protectionnisme. Ensuite, on regardera la vision opposée, le libre-échange. Après, on les mettra face à face, histoire de bien mémoriser les différences. Et pour finir, on verra qui sont les arbitres du jeu, le multilatéralisme et le gendarme du commerce, l'OMC. C'est parti. On commence donc par le premier camp. Celui qui pense qu'il faut parfois construire des murs pour se protéger. C'est le principe même du protectionnisme. Alors, la définition à retenir, c'est celle-ci. Le protectionnisme, c'est quand un État met en place des obstacles pour freiner les importations. Le but, c'est simple, protéger ses propres entreprises de la concurrence étrangère, qu'on juge parfois déloyale ou trop agressive. Ok, mais alors la vraie question, c'est pourquoi un pays déciderait-il de s'enfermer comme ça? Quelles sont les raisons derrière cette stratégie? En fait, il y a plusieurs logiques. D'abord, il y a l'argument des industries naissantes. C'est un peu l'idée de mettre une jeune plante sous serre pour qu'elle puisse grandir sans être écrasée. Ensuite, il y a l'argument social, très important, sauvegarder les emplois locaux. Et enfin, il y a la dimension stratégique. Certains secteurs, comme l'agriculture ou la défense, sont considérés comme vitaux pour l'autonomie d'un pays. Concrètement, comment on fait pour se protéger? Eh bien, il y a deux grandes familles d'outils. Les plus connus, ce sont les barrières tarifaires, comme les droits de douane. C'est simple, ça rend les produits importés plus chers. Mais il y a aussi les barrières non tarifaires, beaucoup plus subtiles, des normes techniques très précises, des quotas. C'est souvent plus complexe à surmonter. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout chaud qui a fait la une récemment, le cas des voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe. La réponse de l'Union européenne a été très forte. Elle a menacé d'appliquer des droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu'à 38%. C'est énorme! Imaginez le prix d'une voiture qui bondit de près de 40% juste en passant la frontière. Et la justification officielle de Bruxelles illustre parfaitement la logique protectionniste. L'idée, c'est de compenser ce qu'elle considère comme des subventions déloyales de la Chine à ses constructeurs et surtout de protéger un secteur qui pèse des millions d'emplois en Europe. Cette accusation de subvention déloyale nous amène directement à un mot-clé absolument essentiel pour l'examen, le dumping. Le dumping, c'est une stratégie commerciale agressive. Une entreprise vend ses produits à l'étranger à perte, ou en tout cas bien moins cher que chez elle, dans le seul but d'éliminer la concurrence locale et de rafler le marché. Bon, maintenant qu'on a bien compris la logique de la forteresse, on passe à la vision radicalement opposée, celle du libre-échange. Ici, la philosophie, c'est tout l'inverse. Au lieu de construire des murs, on les fait tomber. L'objectif, c'est de supprimer un maximum d'obstacles, que ce soit les taxes ou les normes, pour que les marchandises circulent le plus librement possible entre les pays. Quels sont les bénéfices attendus? Eh bien, pour les consommateurs, la promesse est alléchante. Plus de concurrence, ça veut dire plus de choix et des prix qui baissent. Pour les entreprises, c'est un stimulant pour être plus innovantes, plus efficaces. Et en ayant accès au marché mondial, elles peuvent produire plus et donc réduire leurs coûts. C'est ce qu'on appelle les fameuses économies d'échelle. Mais attention, le libre-échange ne combat pas que les taxes. Il s'attaque aussi à ces barrières non tarifaires, qui peuvent être de vrais casse-têtes. Des normes de sécurité très spécifiques, des certifications à rallonge, des règles sanitaires strictes. Parfois, c'est un mur encore plus haut qu'un simple droit de douane. Bien sûr, cette approche a aussi ses limites. Le revers de la médaille, c'est souvent le coût social. Le cas de Miele, ce fabricant allemand qui délocalise des milliers d'emplois en Pologne pour baisser ses coûts de production, en est une illustration parfaite. Allez, pour bien fixer les idées, rien de tel qu'un face-à-face. On va mettre ces deux visions sur un ring pour un petit match récapitulatif. Ce tableau, c'est le résumé parfait à avoir en tête. D'un côté, le protectionnisme. Son but, protéger l'économie nationale. Ses outils, les taxes, les quotas. Ses avantages, on protège l'emploi et les industries fragiles. Ses limites, les prix sont plus élevés pour tout le monde et on risque des guerres commerciales. De l'autre côté, le libre-échange. Son but, stimuler la croissance. Ses outils, supprimer les barrières. Ses avantages, des prix bas, plus de choix, de l'innovation. Ses limites, le risque de délocalisation et la pression sur les salaires. Ok, on a donc deux philosophies qui s'affrontent. Mais alors comment on gère le commerce mondial pour éviter que ce soit la loi de la jungle? C'est là qu'intervient une troisième notion, le multilatéralisme. L'idée du multilatéralisme est assez simple au fond. C'est de se dire, plutôt que chaque pays agisse seul dans son coin, on va tous se mettre autour d'une table pour négocier des règles du jeu communes qui s'appliqueront à tout le monde.
Et l'institution qui incarne le mieux ce principe, c'est bien sûr l'Organisation mondiale du commerce, la fameuse OMC. C'est un peu le gendarme du commerce mondial. L'OMC a en gros 3 missions principales. La première, gérer les grands accords commerciaux existants. La deuxième, servir de lieu de négociation pour en créer de nouveaux. Et la troisième, qui est sans doute la plus connue et la plus cruciale, jouer le rôle d'arbitre, de tribunal, quand des pays membres sont en conflit commercial. Au cœur du système de l'OMC, il y a un principe absolument fondamental à connaître, la clause de la nation la plus favorisée. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Ça veut dire que si un pays A accorde un avantage commercial à un pays B, il doit automatiquement accorder ce même avantage à tous les autres pays membres de l'OMC. C'est la règle d'or. Pas de favoritisme. C'est bien beau d'avoir des règles, mais qu'est-ce qui se passe concrètement si un pays décide de ne pas les respecter, s'il se met à tricher? C'est là que le tribunal de l'OMC entre en jeu. Ça s'appelle l'organe de règlement des différends, ou ORD. Un pays qui s'estime lésé peut porter plainte. L'ORD va alors enquêter, écouter les deux parties et rendre un jugement. Et pour que ces jugements ne soient pas juste du vent, l'ORD a une arme de dissuasion. Si un pays est jugé coupable mais refuse de changer ses pratiques, l'ORD peut autoriser le pays plaignant à prendre des mesures de rétorsion. En clair, il l'autorise à sanctionner à son tour. C'est ce qui donne du poids et de la crédibilité à tout le système. Voilà, on arrive à la fin, et la question finale à méditer, celle qui ouvre la discussion, c'est de savoir si le commerce mondial est une simple bataille entre l'ouverture et la fermeture, ou si c'est plutôt un équilibre très complexe, très fragile, qu'il faut sans cesse ajuster et réinventer. C'est une excellente question d'ouverture pour l'examen.